Bien, bienvenue à cette matinée consacrée à la pose de la première pierre de la Villa Agora. Vous savez que accueillir, aimer, accompagner et innover pour celles et ceux qui vivent dans des situations de handicap, pour changer les regards, pour changer la vie, pour changer aussi la société, eh bien, c'est la règle d'or de la Fondation Anne de Gaulle. Eh bien, c'est une profession de foi qui se poursuit aujourd'hui avec cette pose de la première pierre, avec et par des personnes en situation de handicap. C'est le premier pas peut-être pour construire un territoire exemplaire. Alors on va en parler tout au long de cette matinée, mais on va commencer quand même par l'histoire de cette fondation. Anne de la Rouillère, bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente de la fondation, vous avez été la présidente de cette fondation, vous êtes la petite-fille du général et de Yvonne de Gaulle. Et vous êtes accompagnée parce qu'il faut dire que c'est une fondation familiale. Elle a été fondée en 1945. Oui, tout à fait. Et vous avez le prénom d'Anne, pardon. Hein. Oui, alors voilà, effectivement, elle a été fondée en 1945 par ma grand-mère Yvonne de Gaulle et très soutenue effectivement par mon grand-père, le général de Gaulle. Et parce que, comme beaucoup d'entre vous le savent, mes grands-parents avaient une fille handicapée qui s'appelait Anne, qui est décédée en 1948 à 20 ans, et dont ils se sont occupés tout au long de sa vie en la gardant avec eux et en l'emmenant absolument partout. Elle a été à Beyrouth, elle a été en Angleterre pendant la guerre, elle est partie à Alger. Oui. Voilà. Et tout ça pour dire qu'à la sortie de la guerre, mes grands-parents et surtout ma grand-mère se sont aperçus qu'en fait, il n'y avait absolument rien pour ces personnes handicapées, il n'y avait rien pour ces jeunes femmes, et si les parents, si les familles ne pouvaient pas les garder avec eux, la seule solution, c'était l'hôpital psychiatrique. C'est ça. C'était surtout d'ailleurs fait pour les familles plutôt pauvres ou de jeunes filles ou des jeunes femmes qui n'avaient pas de famille, hein, c'est ça? Alors, les statuts originaux, pour reprendre les termes exacts, oui, étaient pour des jeunes filles dont les familles ont été éprouvées par la guerre. D'accord. Voilà, c'était toute une époque. Donc, effectivement, pour des jeunes filles qui n'avaient plus de famille ou des familles qui ne pouvaient plus s'en occuper. Alors, je disais, c'est une fondation donc, qui a été fondée en 1945, qui a pris en 1948 le nom d'Anne de Gaulle. Hein, absolument, sa mort. La fondation s'appelait Fondation de Gaulle. Elle est devenue Fondation Anne de Gaulle en 1948 à la mort d'Anne. Alors, le bâtiment d'origine ne se trouve pas très loin d'ici, à Milon-la-Chapelle. C'est le château Vercaire, hein, c'est ça? Absolument, dans la vallée de Chevreuse. Et alors, évidemment, c'est important parce que c'est une fondation qui a une histoire et puis qui vit. Alors, qui a une histoire familiale et vous êtes accompagné de votre fille. Oui, alors. Et d'Isabelle de Gaulle, qui est la femme de Jean de Gaulle, qui est le petit-fils aussi du général et d'Yvonne de Gaulle. Oui, donc avec Jean Vendroux, nous sommes donc, qui est le petit-neveu, parce que je rappelle quand même que ma grand-mère était née Yvonne Vendroux. Oui, oui, Vendroux, c'est le nom de jeune fille d'Yvonne de Gaulle. Hein. Et Jean Vendroux est le président actuel. Jean Vendroux est le président actuel. Donc nous sommes quand même 4 représentants de la famille directe, je dirais. Et nous tenons à cette présence familiale pour maintenir justement cet esprit familial et l'esprit qu'a voulu donner sa fondatrice. Oui, on est toujours... D'ailleurs, il y a dans la Fondation, on y reviendra peut-être tout à l'heure, évidemment, il faut qu'on aille un peu vite, mais il y a un esprit de résistance à la fatalité. Le mot de résistance, je trouve que ça va bien avec la famille de Gaulle. Oui, c'est-à-dire, effectivement, ma grand-mère s'est dit, bon, voilà, non, on peut pas laisser toutes ces jeunes filles sans rien, on ne peut pas laisser ces familles sans rien, on ne peut pas les laisser... dans un coin, dans des hôpitaux psychiatriques absolument pas adaptés. Donc elle a été révolutionnaire, effectivement. Ça a été le premier établissement créé pour des personnes handicapées au sortir de la guerre. C'est effectivement, ma grand-mère était assez... Alors, il y a l'image d'Épinal, hein, de Tante Yvonne. Oui. Je crois qu'il faut un peu oublier Tante Yvonne. Hein. J'espère que les poulets n'ont rien. C'était la c'est ça, voilà. Mais la fameuse phrase après l'attentat du petit Clamart. C'était pas totalement ça. Enfin, les personnes qui l'ont connue vous diront que c'était quelqu'un qui avait énormément de personnalité. Et c'est vraiment elle qui a été le moteur de cette fondation. Hein. Absolument. Évidemment, elle a été très soutenue par mon grand-père, mais c'est elle qui a voulu cette fondation. Et je tiens absolument à chaque fois à le souligner, parce que je pense que la place des femmes est très importante. Et d'ailleurs, vous remarquerez que nous sommes quand même trois femmes. Trois femmes pour soutenir cette fondation. Et puis elle a été résistante dans beaucoup d'autres choses. Mais oui, c'était une précurseur. Et juste un mot, et elles sont là. Camille, vous êtes Camille ou Isabelle, peu importe, mais vous êtes donc de cette famille. C'est important de perpétuer une tradition, mais une tradition qui va, on va le voir avec ce village Agora, vers l'innovation absolue. Une tradition, j'ai envie de dire, c'est plutôt un devoir même.
qui nous a été transmis, demandé. Donc on le fait avec, en tout cas pour ce qui me concerne, je le fais avec beaucoup d'engagement et j'essaye d'être fidèle aux valeurs de la famille parce que c'est ce qui fait aussi la différence de la fondation. Et voilà, c'est plutôt un engagement qu'une tradition. Isabelle de Gaulle. Oui, alors je vais aller évidemment complètement dans ce sens. Quand on entre dans une famille comme la famille de Gaulle, on a des devoirs, et ces devoirs, eh bien, c'est d'accompagner des personnes en situation de handicap. Ça peut être d'accompagner d'autres personnes, mais en tout cas pour mon rôle, ça va être de le faire de cette façon-là, et aussi compte tenu de mon métier, puisque je suis médecin. Et donc, je vais essayer d'apporter toute l'expertise que je peux avoir au profit de cette association, qui est une très belle association avec des valeurs aussi. Vous allez le voir plus tard dans ce village qui va être construit, qui, comme vous le dites, vont tourner vers l'innovation. Et je pense que c'est extrêmement important qu'on aille le plus loin possible avec les résidents et avec les accompagnants pour trouver des nouvelles solutions pour toutes les personnes en situation de handicap. Merci beaucoup. Alors, on va parler maintenant avec Pascal Wiswil et François Brion. Pascal Wiswil, vous êtes le trésorier de la Fondation. François Brion, vous êtes le secrétaire général. Et on va revenir alors au fond, avec vous, Pascal Wiswil, sur la genèse du projet de cette Villa Agora. En 1945, je le disais, la Fondation s'installe au château de Vercœur, à Milon-la-Chapelle. Aujourd'hui, c'est la pose de la première pierre. Alors, comment ce projet a-t-il été mené à bien ? Il s'est en fait développé autour de, je dirais, 3 grands jalons. Évidemment, la première étape, c'était de définir ce que nous voulions faire. Comment construire un établissement à taille humaine, bien intégré dans un site de verdure, puisque c'est le cas de l'établissement historique dont vous parliez tout à l'heure, le château de Vercœur. Et donc ça, c'était, je dirais, le premier principe. Et c'est ce qui a conduit à construire un village, plutôt que de construire un bâtiment monolithique. L'idée a été plutôt de développer un village. Et le deuxième principe qui nous paraissait important, c'était d'être au cœur de la ville. C'est-à-dire de permettre aux résidents vraiment d'être inclus dans la vie de leur environnement et faciliter les échanges avec les habitants. Donc c'est autour de ces 2 principes que ce village Agora a été développé. François Brion, pardon, allez-y. Je ne vais pas complètement terminer parce que au-delà de ça, il y a eu 2 éléments également importants, 2 jalons très importants. Il a fallu trouver un terrain sur lequel construire cet établissement. Et finalement, le terrain sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui a pu être identifié et acquis grâce à une mobilisation très importante de tous les acteurs du département, qu'il faut vraiment remercier aujourd'hui, puisque nous avons ici un terrain qui correspond parfaitement à notre cahier des charges. Et puis le dernier volet du projet, ça a été de mettre sur pied le financement. Oui. Alors c'est un montant d'investissement important qui a été financé de façon assez innovante à travers un bail amphithéatique administratif qui était passé avec le conseil départemental des Yvelines, mais qui a été également financé grâce à l'intervention d'acteurs publics et privés. Je peux citer par exemple la région Île-de-France, un certain nombre d'organismes qui s'intéressent au handicap, mais également des individus, des fondations privées, des entreprises qui ont été séduits par le projet et qui ont voulu nous accompagner. Voilà, pour terminer cette rétrospective c'est important de dire qu'il y a, que le public et le privé se sont mêlés pour le financement de ce village. François Brion, donc vous êtes le secrétaire général de la Fondation. Ce village, c'est 4 maisons de parcours regroupant 100 habitants, sous autorisation médico-sociale, 18 studios inclusifs, c'est un gros village. Quels sont aussi les grands principes qui ont guidé justement cette construction ? Eh bien, nous avons voulu, avec l'architecte Architecture Studio, recréer l'esprit de maison, avec tout l'appui d'un plateau technique médico-social, même médico-sociétal, qui s'appuie aussi avec l'ensemble des partenaires de la cité et tous les habitants. Et donc, vous voyez bien sur le petit plan, d'ailleurs, qui était à l'entrée, c'est très parlant. C'était une parcelle qui est un petit peu en longueur et sur laquelle on a implanté des maisons, des maisonnées, avec pour chaque étage une douzaine
une douzaine de chambres autour d'espaces communs de vie, avec évidemment des plateaux techniques classiques, des services généraux. Et notre objectif était de développer les expertises de l'accompagnement, tout en nous situant dans un cadre qui reste familial. Anne m'a bien expliqué. Oui, le partage et la solidarité entre les personnes accompagnées, professionnelles, bénévoles, est une des valeurs essentielles de la Fondation. Alors aujourd'hui, nous arrivons au bout de la construction du gros œuvre, et on va démarrer la phase de conception et de réalisation des aménagements intérieurs. Bon, la conception est évidemment très bien faite sur la partie lot technique, mais sur comment est-ce qu'on va vivre à l'intérieur, c'est dans cet esprit qu'on va commencer à affiner le projet pour aller en mode laboratoire vivant, en impliquant les personnes accompagnées, les familles, les professionnels, les associations spécialisées et différentes personnes en situation de handicap. Notre démarche est de viser la conception universelle, en adaptant a priori les espaces à tout type de handicap, qu'ils soient moteurs, cognitifs, sensoriels. C'est ça qui va nous permettre de vivre sur 30 ans, au moins sur les prochaines années, avec ces évolutions. Et on est par ailleurs sur des principes de neuroarchitecture, ça fait très savant, mais ça permet de montrer qu'on est mobilisé pour travailler plus particulièrement la qualité de l'environnement sensoriel en particulier, ce qui est très important pour nos résidents. Donc c'est un projet qui est à la fois tout à fait dans la lignée de l'histoire de la Fondation, mais extrêmement novateur. Innovant. Innovant, hein. Oui. Alors, on va justement parler de la Fondation, de son rôle, de son action, avec Lissi Ramilisson, Léla Essani, Emmanuel Bocard et Ketchan Abbé. Mais auparavant, alors c'est vrai que en 70 ans, depuis la création de la Fondation, la société a évidemment beaucoup évolué, mais il y a cet ADN de la Fondation, je parle sous votre contrôle, qui reste très, très présent. Je disais, oui, cet esprit de résistance à la fatalité, cette façon de vouloir associer les personnes qui ne sont pas en situation de handicap à la vie des personnes en situation de handicap, le fait que voilà, la société soit le plus inclusive possible, des progrès qui puissent être faits dans tout ce sens-là, et justement cette résistance et cette victoire s'obtiennent par la volonté justement d'embarquer tout le monde dans ces projets. Et dans ce projet citoyen pour que la société soit accompagnante dans les maisons de la Fondation. Et bien justement, je vous propose de regarder une petite... Je vous remercie d'abord, les uns et les autres, et je vous propose de regarder une petite vidéo qui résume parfaitement le plaidoyer de la Fondation, et on en parle ensuite. Plus d'une personne sur 6 vit avec un handicap, visible ou invisible. Aujourd'hui, cette personne évolue dans un environnement conçu essentiellement pour 5 personnes sur 6. Invisibilité, exclusion, adaptation, un chemin d'obstacles où personne ne se rencontre vraiment. Et si nous changions ensemble le paradigme, si une personne sur 6 devenait notre refondation commune, la personne sans qui rien ne peut être commencé, celle avec laquelle tout commence, nous ferions de notre société un accélérateur de développement humain, un laboratoire vivant d'innovation, où être ensemble, c'est faire ensemble. Alors plus personne n'aura trouvé une place ou sa place. Ce sont 6 personnes sur 6 qui pourraient redessiner, ensemble, notre place commune. Cela deviendrait un autre projet de société. Ce autre projet de société est possible, maintenant. Parce que l'inclusion, ce sont des compétences qui s'apprennent. Parce que l'inclusion, c'est de l'innovation de proximité. Parce que l'inclusion, c'est l'art de la rencontre accompagnée. Parce qu'accompagnés, les professionnels du lien en ont fait leur métier. Devenez sociétaires de la société inclusive. Ensemble, engageons-nous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fondationannedegaulle.org.
de handicap, donc 80% sont des handicaps invisibles. Donc Oui. soit 12 millions de personnes qui ont une limitation temporaire ou durable, 7,6 millions de personnes qui disent avoir au moins une limitation temporaire de leur fonction, de leur fonctionnalité, et plus de 3,4 millions de personnes qui cumulent des limitations fonctionnelles durables et qui impactent leur vie quotidienne. Et sur ces 3,4 millions de personnes, 140 000 personnes adultes de plus de 15 ans sont accueillies dans des établissements spécialisés. 1600 sont en amendement Creton dans des institutions pédiatriques faute de place. Et les autres sont accueillis par des ESAT ou des services pour une totalité de 358 000 places. Ouais. Donc il faut aussi rappeler que 5 enfants sur 100 sont en situation de handicap et qu'en France, nous comptons 9,6 millions de proches aidants. Ce que nous disent ces chiffres, c'est que la question du handicap est une question sociétale. Sociétale essentielle même. Voilà, essentielle. L'accompagnement ne peut pas être fait du seul fait des établissements médico-sociaux. C'est une responsabilité partagée avec tous les acteurs de la société. Et du coup, le projet de la Fondation, c'est de transformer la réponse médico-sociale en des réponses médico-sociétales. D'accord. Ça veut dire que nous, les établissements médico-sociaux, nous ne pouvons pas répondre à tout, mais nous pouvons transmettre et partager nos expertises avec tous les acteurs de la société, là où les personnes vivent. Ça, c'est notre rôle. C'est le rôle. Voilà. Léla Seni, comment le village Agora, justement, peut répondre? On vient d'avoir des chiffres qui sont essentiels et parfois un peu inquiétants. Comment le village peut répondre à cette problématique? Bonjour, comme le dit ma collègue, donc ce village s'inscrit vraiment dans une démarche de responsabilité sociétale au cœur de la ville, parmi les citoyens. L'objectif, c'est ensemble de co-construire une société qui donne une place à chacun, d'accompagner dans un parcours de vie, quelle que soit la forme du handicap, d'accompagner les besoins de la personne grâce à des équipes pluriprofessionnelles dédiées qui vont intervenir à différents lieux du parcours de vie de la personne porteuse d'un handicap, mais qui vont également intervenir auprès des citoyens, auprès des administrations, pour apporter une expertise et un accompagnement. Nous ne sommes plus dans un format l'établissement enfermé en lui-même, absolument, mais exactement, ouvert, absolument. mais l'établissement au service des personnes porteuses d'un handicap et au service d'un territoire et des besoins d'un territoire. On est vraiment dans un accompagnement, une forme d'accompagnement partagé. Emmanuel Brocard, je vous presse un petit peu parce qu'il faut qu'on respecte vraiment le temps. Quelles sont les attentes dans ce département, justement, en matière de handicap? Les familles, on a fait une enquête il y a 2 ans qui ont permis deux enquêtes sur l'école inclusive et l'accès aux droits, donc dont les difficultés avec l'MDPH. Et on a fait le constat que les familles n'arrivaient pas à accéder à leurs droits, c'est-à-dire en fait des difficultés pour accès aux droits financiers, également la PCH, comme la PCH aidant, les compléments AEH et aussi les notifications AEH. Et pour le coup, les familles ont répondu aussi qu'elles avaient un manque aussi d'écoute, que ce soit de l'éducation nationale ou de l'MDPH, qu'elles avaient aussi le sentiment d'être abandonnées, de ne pas être prises en compte. Et pour le coup, de ces difficultés, ce qui en est ressorti, c'est qu'on a créé des axes en fait, d'objectifs qui nous ont permis d'améliorer le quotidien. Donc, comme en fait, des outils qui permettent d'écrire de manière très complète un dossier MDPH, un projet de vie, de manière très visuelle et très complet, ce qui permet aussi aux agents qui traitent les dossiers d'avoir une meilleure visibilité et d'avoir une meilleure coordination avec les familles, et les usagers. On reprendra peut-être cette conversation tout à l'heure, mais maintenant, on abordera aussi la question de ce territoire et du financement de ce village et de l'importance de ce village dans ce territoire. Mais pour l'instant, c'est l'heure de la prise de parole des invités, des personnalités présentes pour l'inauguration et la pose de la première pierre de ce village Agora.
je souhaite à chacun la bienvenue au sein du futur village Agora. Ce village est d'abord le vôtre et notre bien commun. Permettez-moi de commencer par saluer et remercier tous ceux sans qui ce projet n'aurait pas vu le jour, en commençant bien sûr par nos résidents, leurs familles et toutes les personnes qui les accompagnent au quotidien. Madame la ministre Aurore Bergé, Madame la ministre Fadila Khattabi, je vous remercie très sincèrement de l'honneur que vous nous faites par vos présences conjointes. Vous pouvez compter sur l'engagement de la Fondation Anne de Gaulle pour être un acteur des solidarités nouvelles et faire vivre les orientations de la Conférence nationale du handicap 2023. Merci au préfet Jean-Jacques Brault, à Laurent Mercart, maire de Montigny-le-Bretonneux, au président Jean-Michel Fourgousse, qui nous ont permis de relever le défi presque impossible de trouver un grand terrain en pleine cité. Merci à Pierre Bédier et à toute son équipe du conseil départemental pour leur soutien sans faille, leur confiance renouvelée et renforcée, à l'ARS Île-de-France, au conseil régional, au CNSA, à la CCH et à l'ensemble de nos partenaires et mécènes. Je salue leur attachement, bien sûr, à l'histoire intime de Madame de Gaulle, du général et de leur fille Anne. Il y a bientôt 80 ans, cette œuvre est née parce que ses fondateurs ont fait preuve de résilience, d'audace et d'innovation. Aujourd'hui, je veux voir dans la présence, l'écoute et le soutien de chacune et chacun d'entre vous, au-delà de la fidélité mémorielle que je viens d'évoquer, un intérêt profond et réel pour le contenu d'un nouveau projet de rupture. Notre projet Agora matérialise en effet un véritable changement d'approche et de cap. Faire de notre société une société accompagnante. Ne pas tout mettre en œuvre pour que chacun d'entre nous puisse exercer son droit à l'autodétermination et choisir où et comment il souhaite vivre, c'est maintenir une forme d'exclusion. Ne pas tout mettre en œuvre pour que nous puissions tous entrer en relation les uns avec les autres, surtout lorsque la verbalisation n'est pas possible, c'est bien maintenir une forme d'exclusion. Ne pas tout mettre en œuvre pour que l'intelligence collective et l'innovation profitent au plus grand nombre, c'est maintenir une forme d'exclusion. Parce que l'Agora d'Homme propose toute une palette adaptable et modulable d'accompagnement. Parce que l'Agora Cœur place l'expertise comme ressource à la disposition de l'ensemble d'un territoire. Parce que l'Agora Fac propose et permet à chaque citoyen de devenir lui-même accompagnant, parce que l'Agora Lab, enfin, et son premier campus recherche dédié à l'inclusion, est un véritable projet solidaire. Faire de la rencontre accompagnée un objectif commun, c'est aussi et surtout permettre, dans une même dynamique, de réinventer nos métiers et l'attractivité dont notre secteur a tant besoin aujourd'hui. Le changement de paradigme dans les solidarités passe par une implication des personnes accompagnées, des professionnels et de l'ensemble des citoyens. En effet, pour transformer la société et les solidarités, il faut nous transformer nous-mêmes. Aujourd'hui, c'est une première pierre. Nous serons heureux de poser avec vous les pierres suivantes pour créer des ponts entre tous. Je vous remercie. Mesdames les ministres, bonjour et bienvenue à Montigny-le-Bretonneux. Bonjour à tous. Je suis très heureux évidemment de vous accueillir en cette très belle journée, cher Jean, pour voir la concrétisation de ce beau projet. Et quand je vois ce que produit cette première pierre, je me dis qu'avec une deuxième, tout sera fini, a priori. On devrait arriver au bout.
Tout à l'heure aussi, j'évoquais avec notre préfet Jean-Jacques Brault, on s'est dit ça y est, on y est. Et pourquoi on s'est dit ça? C'est parce qu'il y a un peu plus de 3 ans, tout ça est né dans votre bureau, où vous m'avez dit ce jour-là, est-ce que vous seriez d'accord pour accueillir la Fondation Anne de Gaulle? Et où je vous ai répondu, non seulement je suis d'accord, mais j'en serais ravi. Et je suis rentré à la mairie et j'ai aussitôt demandé à la responsable de l'urbanisme, qui doit être par ici, Madame Desmoulins, elle est là-bas. Je lui ai dit, il faut à tout prix, Anne-Marie, que tu me trouves un terrain pour accueillir la Fondation Anne de Gaulle. Et si la Fondation Anne de Gaulle est ici aujourd'hui, c'est aussi parce qu'Anne-Marie Desmoulins a eu la bonne idée de trouver ce terrain. Terrain qui appartenait à l'État, ce qui nous a permis des discussions derrière un peu plus rapides pour aboutir, encore une fois, sur ce très beau projet. Et lorsque l'on voit un projet de ce type aboutir, souvent, les gens, les journalistes, lorsqu'ils nous interrogeaient par la suite en demandant pourquoi ce projet-là, j'expliquais à chaque fois, Montigny fait beaucoup dans le domaine du handicap depuis très longtemps, mais paradoxalement, il n'y a pas de structure d'accueil à Montigny-le-Bretonneux. Et quand j'ai eu le plaisir de rencontrer Jean Vendroux et toutes ses équipes, et qu'ils ont pu me présenter ce projet, j'ai eu un sentiment, en quelque sorte, que la boucle était bouclée. En 2001, j'avais commencé aux côtés de Nicolas About, sénateur-maire, comme quoi sénateur et maire, ça peut fonctionner ensemble, qui, à l'époque, était rapporteur au Sénat sur des textes qui allaient aboutir à la loi sur le handicap de 2005. Et je me souviens particulièrement d'un moment où il était revenu d'un séjour au Canada pour voir un petit peu comment les choses, un séjour d'études au Canada. Il est revenu et m'a parlé du transport là-bas en me disant, il y a une chose très particulière au Québec. Au lieu, partout où une personne ne veut pas se déplacer parce que la société n'a pas mis en œuvre ce qui était nécessaire pour le déplacement, eh bien, dans ces cas-là, on lui fait payer le ticket de bus, c'est-à-dire ce qu'il y a de moins cher, quel que soit le moyen de transport qu'elle prend pour y aller. Et dans ce qu'il me disait là, dans l'enthousiasme qu'il y avait dans sa parole à ce moment-là, il y avait le fait qu'on changeait de paradigme. On n'était plus dans la prise en charge du handicap, on était dans quelque chose qu'à l'époque, je ne me souviens plus, mais je ne pense pas qu'on utilisait encore le vocable d'inclusion. Ce n'était pas le même idiome à cette époque, et pour autant, je pense qu'on était parfaitement dans cette notion-là. Et donc le jour où je vous ai entendu, Jean, avec vos équipes, me présenter le projet, je me suis dit, la boucle est bouclée. Et lorsque nous sommes élus, quelles que soient les motivations personnelles qu'on peut avoir par ailleurs pour avoir des responsabilités politiques, je veux croire qu'on a tous en tout cas un point commun, c'est qu'on souhaite faire œuvre utile. Et j'ai le sentiment que dans cette affaire, avec ce projet magnifique, nous avons fait œuvre utile. Dans l'intervention du préfet Jean-Jacques Brault, dans l'intervention et le soutien énorme du département avec Pierre Bédier sur ce projet, dans le soutien de l'agglomération et de son président Jean-Michel Fourgousse, je crois que tous, à notre niveau, nous avons fait œuvre utile pour permettre le développement de ce projet. Montigny compte 8 quartiers. Désormais, il en comptera un 9e avec le village Agora. Nous sommes ravis que ce village prenne naissance et nous espérons, nous le sommes déjà dit à plusieurs reprises, Jean, que nous souhaitions collaborer, la ville et vous, parce que la ville, la mairie est sans doute un des lieux où s'exerce le plus la citoyenneté et que c'est une des thématiques qui vous est très chère et qui nous est chère également. Donc nous travaillerons là-dessus. Donc je vous renouvelle mes vœux de bienvenue à Montigny, tout le plaisir que nous avons de vous accueillir et de vous dire qu'à vos côtés, nous serons enchantés de faire œuvre utile pendant encore des années. Merci. Monsieur le Président, la Fondation, bienvenue. Donc enchanté d'enfin voir ce beau projet qui nous ravit tous. Bien sûr que Laurent a aussi bien défendu et je le félicite. Madame la ministre des Solidarités et des Familles, Madame la ministre des Personnes handicapées, Monsieur le député, Monsieur le Président du Conseil départemental, Pierre Bédier, Monsieur le Conseiller régional, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, chers amis. Je suis très heureux d'être avec vous tous pour ce bel événement qui est quand même hors du commun.
Ce sont ce genre de beaux moments, d'ailleurs, qui donnent du sens à notre métier d'élu. Chers amis de la Fondation Anne de Gaulle, dans notre société qui est souvent en crise de repères, il faut bien le reconnaître, vous êtes, mais je pense que vous le savez, vous êtes un oasis de sens, de culture, de civilisation, dans sa définition d'ailleurs la plus noble. Oui, je crois que ce qui fait la grandeur d'une société, c'est l'attention justement qu'elle porte aux plus petits et aux plus fragiles. Il faut laisser toute sa place à la fragilité de certains de nos concitoyens. C'était d'ailleurs la volonté du couple de Gaulle. Le général disait en parlant d'Anne, sa toute petite. Et il disait, chose extraordinaire, sans elle, peut-être n'aurais-je jamais fait ce que j'ai fait. Elle m'a donné le cœur et l'inspiration. Alors soyons fidèles à cet héritage et à cette mission civilisationnelle. Merci à la Fondation et à tous les acteurs ici présents, et vous êtes nombreux à y avoir participé, qui se sont mobilisés pour la réussite de ce très beau projet. Porteur de sens. Je vous remercie. Bien, bonjour à tous. Je vous épargne la litanie des salutations, comme ça on va gagner 5 minutes, mais je voulais quand même saluer les ministres et puis bien évidemment les élus. Voilà, j'ai commencé de saluer. Voilà, donc vous êtes tous salués en vos grades et qualités. Alors je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de représenter la présidente de région Valérie Pécresse. C'est un grand jour pour la Fondation, mais aussi pour ce beau territoire, dans ce beau département, dans notre belle région, et pour notre pays, car se joue ici la création d'un village inclusif et qui a vocation à influencer, urbi et orbi, l'accompagnement des personnes ayant des déficiences mentales. Un grand jour donc pour la Fondation, comme le dit le dossier de presse, Fondation, fruit d'une volonté familiale éclairée par la foi de ses fondateurs. La Fondation, à l'époque, était une œuvre innovante et exemplaire parce qu'elle permettait d'imaginer d'autres réponses d'accompagnement que celles des établissements institutionnels. Et c'est ce souci de l'innovation, de la création de nouvelles réponses, toujours plus adaptées, que nous retrouvons finalement aujourd'hui. Cet ADN, cet héritage qui se poursuit et se développe. À la fois témoignage d'hier, de cette volonté du couple de Gaulle, et puis cette promesse d'avenir pour toutes les personnes que vous accompagnez et que nous accompagnons. Alors d'octobre 1945 et l'achat du château de Vercœur à Milon, jusqu'à aujourd'hui, à Montigny-le-Bretonneux, c'est près de 80 ans de progrès sociétaux pour les personnes handicapées. Un long chemin vers la dignité et l'égalité pour les personnes en situation de handicap mental. Et je ne surprendrai personne, je ne choquerai personne, ni même les ministres, en disant qu'il y a encore un peu de chemin à parcourir. Alors à chacun de prendre sa part, de ressentir sa responsabilité dans l'édification d'une société plus inclusive, à commencer par les collectivités. Et elles sont nombreuses ici aujourd'hui à témoigner de cette volonté d'inscrire leur territoire, dans leur territoire, cette volonté de progrès. La région Île-de-France, elle est dans cette démarche. Alors que le handicap n'est pas une compétence régionale en tant que telle, la présidente a souhaité qu'irrigue dans tous les champs d'intervention de la région l'attention aux plus fragiles. L'actualité du Conseil régional, pour vous donner un exemple, parce que je ne m'en voudrais de ne pas vous en parler, c'est le vote, il y a 10 jours, du premier plan régional d'une région sur l'autisme pour les personnes de troubles du spectre autistique et des troubles du neurodéveloppement. Nous montrons ainsi que c'est à chacun de prendre sa part dans l'accompagnement des familles et des personnes elles-mêmes concernées. Le projet que porte la Fondation Anne de Gaulle nous a évidemment séduits au plus haut point. Cette déclinaison des agoras pour mieux héberger, pour favoriser la recherche, la formation, l'innovation, les rencontres, l'exercice de la citoyenneté sont autant d'ambitions que nous souhaitons soutenir. La problématique également du vieillissement des personnes avec un handicap mental
est aussi un aspect qui doit solliciter tous nos efforts conjugués. Un grand bravo donc, Monsieur le Président, à vos équipes, à la Fondation, dans son ensemble, de nous proposer à tous ce mouvement d'optimisme et d'espérance pour une société plus inclusive. Merci de nous proposer à tous d'endosser un état d'esprit toujours plus exigeant avec l'accueil que nous faisons à la différence. Finalement, c'est aussi un acte de résistance que nous posons ici, un acte de résistance contre la résignation, contre les difficultés, pour aller vers cette société que nous souhaitons tous, une société plus inclusive. Vous pourrez compter pour la suite et pour d'autres beaux projets sur le Conseil régional d'Île-de-France. Je vous remercie. Madame la ministre, chère Aurore, Madame la ministre déléguée, Madame et Monsieur le député, même si le député de la circonscription est d'abord là au titre de sa circonscription, Monsieur le sénateur, qui est aussi un peu chez lui, puisque à la grande époque du cumul, il fut aussi maire de Montigny, et je confirme qu'on peut être à la fois sénateur et maire, et j'irai même plus loin, on peut aussi être député et maire. Je salue bien entendu aussi les conseillers départementaux qui sont là, en particulier la vice-présidente Marie-Hélène Aubert et l'ancien vice-président Guylain Fournier, vice-président aux affaires sociales, et qui ont eu à mes côtés à porter ce dossier. Je salue le conseiller régional représentant Valérie Pécresse, le maire de Montigny, conseiller départemental, comme quoi on peut aussi être un très bon maire en étant conseiller départemental et en étant un très bon conseiller départemental. J'ai même l'impression que l'un s'enrichit de l'autre. Et je salue bien entendu aussi les maires qui sont là. J'ai cru voir le maire de Guyancourt, il y en a peut-être d'autres. Enfin, je ne crois pas, je suis sûr de l'avoir vu. Je salue aussi Monseigneur Luc Crépy, parce que c'est quand même important d'avoir notre évêque parmi nous en cette belle journée. Et puis, je salue Jean et l'ensemble des personnels de la Fondation. Et puis, vous toutes et vous tous qui êtes là, et qui me faites penser à cette phrase du général de Gaulle, probablement apocryphe, « Tout le monde a été, est ou sera gaulliste ». Je pense que le général, lorsqu'il a peut-être prononcé cette phrase, pensait à son œuvre dont le premier couronnement fut le 8 mai 1945, puisque la France a reçu la capitulation allemande avec les Alliés, sauvant ainsi l'honneur grâce au général, mais il ne pensait sans doute pas à la fondation de son épouse, Yvonne de Gaulle, née le 30 mai 1945, c'est-à-dire un peu plus de 3 semaines après la capitulation allemande. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que, comme un peu pour la résistance, où, chacun le sait, tout le monde a été résistant, c'est un peu pareil pour la Fondation Anne de Gaulle. Tout le monde a voulu aider la Fondation Anne de Gaulle. Alors, comme le général avait un peu compris tout cela, il avait créé un ordre, l'ordre des Compagnons de la Libération. On ne va pas créer l'ordre des Compagnons de la Fondation Anne de Gaulle, mon cher Jean. Mais enfin, on va quand même essayer de rappeler ceux qui ont vraiment eu un rôle essentiel. Alors, tous, je vous félicite, mais je félicite en particulier Jean Vendroux. Jean, certes, ce n'est pas un de Gaulle, mais c'est un Vendroux. Tout à l'heure, Jean-Michel Fourgousse disait que Anne avait été importante pour le général. Je pense que Anne, elle a été importante pour Charles de Gaulle. Yvonne, elle a été importante pour le général de Gaulle. Et que, comme le général n'aurait pas été ce qu'il a été si Anne n'avait pas été elle-même ce qu'elle a été, s'il n'y avait pas eu Yvonne de Gaulle, je pense qu'il n'eût pas été le même homme et il n'eut pas sauvé la France comme il l'a fait. Et Jean, c'est bien un Vendroux, c'est-à-dire qu'il n'a rien lâché. Il n'a pas fait de bruit, il n'a pas fait de crise de nerfs, mais il a pris des risques. Et ça,
croyez-moi, ça mérite un grand coup de chapeau. La Fondation Anne de Gaulle était une fondation, il faut le dire ici, désuète, comme son bâti. Son conception, qui datait d'un siècle passé, ne correspondait plus à l'ère du temps. Ces bâtiments dont nous avions un peu la tutelle, le département nous inquiétait. Et Jean a su prendre des risques, a su imaginer avec ses équipes un projet nouveau, a su remettre en cause la gouvernance, et y compris sa propre gouvernance, pour parvenir à ce résultat. Et pour tout ça, je veux lui dire mon estime, mon admiration et mon affection, et vous demander de l'applaudir. Le deuxième que je souhaite saluer en particulier, même s'il n'existe pas, puisque les ministres sont là, c'est le préfet. C'est vrai que nous avons un préfet atypique dans les Yvelines. D'habitude, un préfet, il vient là pour 3 ans plus tard prendre sa promotion. Le nôtre, il reste. Et alors, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que bien que voulant rester dans les Yvelines, il prend des risques. Rendez-vous compte, c'est un préfet qui décide. C'est un préfet qui secoue l'État. L'État. Les États dans l'État. Et je veux dire ici à Jean-Jacques Brault que sur ce dossier en particulier, il y en a bien d'autres, son action a été essentielle. Et je tiens à l'étymologie du mot essentiel. Et donc, cher Jean-Jacques Brault, merci, très grand merci à vous. Je veux aussi remercier le maire de Montigny, cher Lorrain, car dans tes fonctions de maire, comme dans tes fonctions de vice-président en charge des questions d'aménagement à Saint-Quentin-en-Yvelines, tu as été un soutien absolu dès le début. Tu n'as jamais rien lâché. Dieu sait que certains se laissaient parfois aller au désespoir, et tu as été pour cela extrêmement précieux. Alors, comme j'ai salué 3 mousquetaires, il faut en saluer un 4e. Donc là, c'est un collectif, parce que si je commence à parler de moi, je pense qu'on va m'interner. Le préfet est là pour le bon. Non, je voudrais vraiment saluer l'ensemble des services du département, les élus, bien entendu, qui ont suivi ce projet, mais aussi les services qui ont accepté de faire leur révolution culturelle aussi, comme la Fondation l'a faite, puisque nous allons financer cette opération d'une façon complètement hors norme. 87% des financements seront assurés par le département, ce que nous n'avons jamais fait. Alors, je m'en réjouis. S'il fallait faire ça pour une fondation, je suis content que ce soit la Fondation de Gaulle. Mais je m'en réjouis parce que je crois que c'est une façon que nous avons de montrer dans les Yvelines que lorsque nous croyons à un projet, nous sommes prêts à changer nos propres règles pour justement réaliser ce projet. Je crois que c'est ça, la bonne gestion publique, c'est accepter de s'adapter aux situations. Alors, je voudrais profiter de cet instant, rassurez-vous, comme il y a encore d'autres discours, je vais quand même essayer de raccourcir maintenant, mais quand vous avez 5% du gouvernement qui est là, bon, ça ne fait pas une majorité, mais enfin bon, on se dit, faut commencer à leur causer quand même. C'est la catastrophe, mesdames les ministres. C'est la catastrophe parce que nous avions réussi une grande bataille. L'ARS nous avait dit qu'elle reconnaissait que le handicap en Île-de-France était moins bien traité que dans le reste de la France. Quand on sait que l'Île-de-France, du reste de la France, on nous regarde comme des gros privilégiés, c'était pour nous un bonheur. Nous avions réussi, les 7 présidents de conseils départementaux d'Île-de-France, parce que nous nous sommes associés dans un fonds de solidarité, à vouloir engager un processus de rattrapage avec l'Agence régionale de santé et des crédits d'État. Mais nous ne serons plus en situation de le faire, Madame la Ministre, si la situation budgétaire des départements continue. Pardonnez-moi, c'est de la cuisine interne, mais ça vous concerne indirectement. Aujourd'hui, les 7 départements d'Île-de-France, c'est en gros 3 milliards d'investissements chaque année. Avec l'effondrement des ressources liées à l'effondrement du marché immobilier, ce sera probablement 1,5 milliard. Nous ne pourrons donc pas financer ce plan nécessaire. En conséquence de quoi, je me suis permis d'écrire à Madame Borne, et je me permettrai de vous faire passer copie de la lettre, si nous voulons que les départements soient les acteurs principaux, et j'insiste sur ce principal parce qu'on est bien conscient aussi que l'État a d'autres priorités. Si on veut que
les conseils départementaux soient à l'action sur cette question du handicap, il est absolument nécessaire que, comme je l'explique dans cette lettre, on nous donne, non pas de l'argent d'État, mais on nous donne le moyen de pouvoir augmenter nos ressources de façon à les consacrer à de l'investissement et à de l'investissement pour les plus fragiles. Pardonnez la longueur de mon propos, mais sur des sujets aussi essentiels, il me semblait utile de le dire fortement, j'espère que c'est fait, de le dire clairement, j'espère que c'est fait aussi, et d'espérer aussi que ce soit entendu fort et clair par les ministres, avec les réponses qui viendront. Bonne journée à toutes et à tous, vive les Yvelines, vive la Fondation Anne de Gaulle. Madame la ministre, monsieur le président du département, monsieur le président de l'agglomération, monsieur le maire, monsieur le conseiller régional représentant de la présidente de région, mes chers collègues, chers parlementaires, chers Michel et chère Anne, et monsieur le président, merci beaucoup de votre invitation aujourd'hui. C'est un immense honneur de participer en tant que député de la circonscription à cette inauguration parce que je crois sincèrement qu'on a le meilleur des mondes qui est réuni aujourd'hui dans ce projet absolument formidable qui est porté depuis maintenant des années par les différents élus, par leurs services et par les différentes entreprises, les différentes fondations, les différents citoyens qui sont partenaires de ce projet. Depuis que j'ai été adjoint au maire, à la jeunesse de la ville de Versailles, à quelques encablures d'ici, et puis maintenant en tant que député, j'ai pu me rendre compte depuis quelques années à quel point le handicap était une cause nationale depuis des années, et pourtant qui restait un long chemin à accomplir, qui est porté aujourd'hui par nos ministres. Tout ça parce que lorsque vous êtes parents, lorsque vous êtes enfants, lorsque vous êtes frères et sœurs de personnes en situation de handicap, le parcours est difficile, le parcours est long, le parcours est difficile en termes d'accompagnement et en termes de financement. Et pourtant, chaque acteur que j'ai pu rencontrer dans cet accompagnement est pleinement engagé au service des familles. Raison pour laquelle la feuille de route qui a été annoncée par le gouvernement sur le sujet, de définir tout simplement qui fait quoi, qui fait mieux et qui fait quoi dans le processus d'accompagnement de chaque famille, de la crèche jusqu'à l'inclusion de chaque personne en situation de handicap au sein des entreprises, est absolument fondamental. Je tiens à souligner aussi l'engagement de certaines entreprises qui, depuis maintenant des années, ont fait le choix fondamental d'inclure des personnes en situation de handicap au sein de leur entreprise. Et je tiens à souligner l'engagement de ces chefs d'entreprise et de ces salariés qui ne conçoivent pas simplement cette inclusion comme une bonne action, mais qui le conçoivent comme une ressource absolument fondamentale pour leur entreprise, pour gagner en compétitivité, pour gagner en productivité, pour gagner en vivre ensemble au sein de celle-ci. Je citerai une parmi d'autres, Andros, qui est une entreprise importante pour notre territoire et extrêmement importante pour ces combats. Je crois qu'aujourd'hui, cette matinée est extrêmement symbolique, certes, pour cette première pierre de la Fondation, qui va être un combat absolument extraordinaire sur les prochaines années à mener pour notre circonscription, mais également comme symbole de ce combat à mener conjointement par les différents pouvoirs publics, par les entreprises, par les associations, par les familles et par l'ensemble des acteurs engagés sur cette question absolument fondamentale qui est l'inclusion du handicap. Merci donc à tous d'être présentes. Merci Madame la Ministre. Je vous cède la parole. Merci, monsieur le député, cher Charles, madame la députée, monsieur le sénateur, madame la ministre des Solidarités et des Familles, chère Aurore, monsieur le préfet, je tiens à vous saluer. Vous me disiez tout à l'heure à l'oreille, quand il y a les ministres qui sont présents, le préfet n'existe pas. Mais je tiens à vous saluer. J'ai cru comprendre effectivement que vous avez su en tout cas impulser la dynamique nécessaire dans le cadre de ce projet. Monsieur le maire de Montigny-le-Bretonneux, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le représentant de la région, je salue bien sûr tous les autres élus présents. J'ai cru comprendre qu'ils étaient extrêmement nombreux.
Je tiens à saluer Madame la secrétaire générale du comité interministériel du handicap, chère Céline Poulet, qui est présente. Je ne sais pas où, mais elle est là, elle est au fond de la salle. Monsieur le président de la Fondation Anne de Gaulle, Madame la directrice générale, Mesdames et Messieurs, chers habitants. Alors, je suis très, très heureuse d'être présente ce matin à vos côtés. Aujourd'hui, dans ce très beau territoire, je dois avouer que c'est une première pour moi dans les Yvelines, pour partager donc un moment important bien sûr dans la vie de la Fondation Anne de Gaulle, mais aussi pour le territoire, la ville de Montigny-le-Bretonneux. Qu'est-ce qui nous rassemble ce matin ? Si nous sommes là aujourd'hui, tous présents, c'est avant tout pour répondre aux attentes légitimes, je dis bien légitimes, des personnes en situation de handicap. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour faire en sorte que leurs droits, je dis bien leurs droits, soient respectés. D'ailleurs, à ce sujet, depuis que le président de la République et la Première ministre m'ont fait confiance en me nommant ministre des Personnes handicapées, j'ai reçu effectivement de très, très nombreux messages. Aujourd'hui, vous savez, on ne vous écrit plus, on vous contacte via les réseaux sociaux en message privé. Que m'ont-ils dit ? Écoutez-nous, Madame la ministre, écoutez-nous. Ne nous enfermez pas, Madame la ministre, et surtout, faites en sorte, je dis bien faites en sorte, que nos droits soient respectés. Nous sommes des citoyens à part entière. Que veulent-ils dire ? Eh bien, qu'on respecte le droit, les droits fondamentaux, le droit d'aller à l'école, le droit à la formation, le droit aux études supérieures, le droit à l'emploi, le droit à la santé. Bref, ils appellent de leur vœu une société plus inclusive, autrement dit, une société plus juste et plus solidaire. Il nous reste, vous avez raison, Monsieur le Président du département, il nous reste encore beaucoup à faire. En tous les cas, c'est ce à quoi nous nous sommes attelés depuis 2017. Le gouvernement reste pleinement mobilisé. La preuve, nous sommes toutes les deux ministres présentes ce matin à vos côtés. Dans le cadre de l'école de la République, il y a une amélioration. On ne peut pas dire que rien n'a été fait depuis 2017. En effet, ce sont aujourd'hui 430 000 enfants en situation de handicap qui sont scolarisés avec les autres enfants. C'est 34% de plus. Je dois dire que le nombre de AESH, je rappelle ce chiffre important, en 2017, il y avait 49 000 assistantes de vie scolaire. Aujourd'hui, on en dénombre 136 000. Ces AESH étaient auparavant au ministère du Travail et nous les avons transférés à juste titre au ministère de l'Éducation nationale. Et aujourd'hui, c'est le deuxième poste au sein de l'Éducation nationale. À ce sujet, nous avons fait, bien sûr, beaucoup de quantitatifs. Les chiffres sont, j'allais dire, significatifs. Il nous faut, et j'insiste là-dessus, il nous faut à présent faire du qualitatif. Et vous allez me dire comment ? Eh bien, il faut faire en sorte que les professionnels du secteur médico-social intègrent l'école de la République. C'est impératif si nous voulons faire en sorte que cette inclusion des enfants en situation de handicap soit une réussite. Je pense très sincèrement, j'étais il n'y a pas très longtemps avec le recteur de l'Académie de Paris, je pense que nous sommes prêts. Je pense que les enseignants sont prêts. Et en plus, vous avez en face de vous une ancienne enseignante. J'ai moi-même été, dans mon parcours, également confrontée parfois à des situations difficiles de personnes en situation de handicap. Et en tant qu'enseignante, j'étais un peu déstabilisée. Je comprends l'inquiétude du corps enseignant. Mais pour cela, il nous faut les accompagner. Autre chose qui s'est également améliorée, c'est le taux de chômage des personnes en situation de handicap, qui est passé de 19% à 12% entre 2017 et aujourd'hui. Et d'ailleurs, je serai tout à l'heure aux côtés d'Olivier Dussopt, qui, aujourd'hui, on a un texte sur le plein emploi. Et quand on parle de plein emploi, nous devons aussi parler du plein emploi des personnes en situation de handicap et faire en sorte que leurs droits en tant que travailleurs soient respectés, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, de très belles avancées vont avoir lieu dans le cadre de ce texte. Hier, vous le savez, est entrée en vigueur la déconjugalisation de l'AAH.
qui n'est plus donc soumise aux questions de ressources, des ressources familiales. Belle avancée, je sais, cela a donné lieu, en tant que présidente de la Commission des affaires sociales, a donné lieu à de nombreux débats au sein de l'Assemblée nationale. Que dire sur votre projet ? Eh bien, votre village Agora, très beau projet, s'inscrit pleinement dans la politique gouvernementale. Je le dis très sincèrement, il s'inscrit pleinement dans ce que nous voulons faire. Il répond également à une attente très forte. Et quand je dis une attente, c'est avant tout celle des personnes en situation de handicap. Je vous félicite bien sûr pour ce projet à hauteur de 25 millions d'euros. Ça n'est pas une paille ou une bagatelle, effectivement. La CNSA, via la CNSA, autrement dit l'État, apporte 10%, à savoir 2,5 millions d'euros. Ce projet, c'est un projet aussi intéressant parce qu'il laisse la place à l'innovation, aux réflexions sur l'école, à l'enseignement supérieur. J'ai cru comprendre qu'il y aurait bientôt un campus qui est prévu là-dessus. J'ai vu tout au long de la visite et puis apprécié en vous écoutant qu'une véritable intelligence collective s'est mise au service, je dis bien au service des personnes en situation de handicap. Notre ambition, à nous tous, pouvoirs publics, est précisément de faire en sorte que toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes en situation de handicap, trouvent des solutions d'accompagnement dont elles ont besoin. Nous devons, il est impératif, nous devons répondre aux besoins urgents qui nous sont signalés. Et je sais, quotidiennement, je reçois effectivement de lettres de mamans, de parents, vraiment dans la plus grande détresse. Donc il nous faut trouver ces solutions. Trop de Françaises et Français en situation de handicap ou proches de personnes handicapées se sentent aujourd'hui délaissés, invisibilisés, sans solution, dans la plus grande détresse. Et cela, bien sûr, n'est pas acceptable. Alors aujourd'hui, il y a eu des annonces qui ont été faites par le président de la République dans le cadre de la Conférence nationale du handicap et le président a annoncé 50 000 solutions qui permettront donc de répondre aux attentes légitimes des personnes en situation de handicap. J'ai fait une réunion dans le cadre du budget, c'est une enveloppe qui représente, et là je fais un clin d'œil à monsieur le président du département, qui nous a interpellés, madame la ministre et moi-même, sur ces 50 000 solutions, ça représente 1,5 milliard d'investissements émanant de l'État. Et vous avez raison, monsieur le président du département, la région Île-de-France, tout comme les Hauts-de-France, tout comme certains territoires outre-mer, il y a un retard colossal à rattraper. Et donc, j'ai demandé effectivement à faire en sorte que les enveloppes soient réparties de manière équitable, c'est-à-dire en fonction des besoins. Donc on est parti d'une analyse des besoins, c'est-à-dire on est parti des territoires pour faire en sorte que cette répartition soit plus juste. Alors vous allez me dire, moi qui viens de Bourgogne-Franche-Comté, je n'ai pas fait de clientélisme. C'est celle qui sera la moins bien dotée. Pourquoi ? Parce que c'est là où il y a le moins de besoins. Donc voilà, je tiens à rassurer les territoires et notamment répondre à monsieur le président du département. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, le problème, j'allais dire, il existe, il est réel, mais nous allons avancer ensemble. En tout cas, je vous salue toutes et tous pour ce très beau travail collégial qui s'est fait main dans la main avec monsieur le maire, avec les services de l'État, avec monsieur le président du département. Toute cette synergie, toute cette intelligence collective mise au service des citoyens et des personnes en situation de handicap. En tous les cas, je vous remercie. Merci pour l'accueil dans ce beau territoire si cher à notre ministre des Solidarités, à qui je vais tout de suite lui passer la parole. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Madame la ministre déléguée, monsieur le préfet, cher Jean-Jacques Brault, notre préfet si atypique, mais si pugnace aussi, et grâce auquel beaucoup de projets existent et sans lequel beaucoup de projets n'existeraient pas. Mesdames et messieurs les parlementaires, chère Anne, cher Charles et cher Michel, monsieur le président du conseil départemental, cher Pierre, monsieur le président de la communauté d'agglomération, monsieur le maire, cher Laurent, et surtout évidemment, puisque nous sommes chez vous aujourd'hui, monsieur le président de la fondation Anne de Gaulle, cher Jean Vendroux, et je salue évidemment tous les élus engagés, je salue tous les résidents et je salue toutes les familles qui sont présentes ce matin pour ce moment important, j'imagine, dans votre vie, mesdames et messieurs. C'est un vrai honneur pour moi d'être avec vous ce matin pour la pose de la première pierre du premier village inclusif, 100% inclusif d'Île-de-France. Déjà, c'est un bonheur parce qu'il est dans les Yvelines, permettez-moi de le souligner, mais aussi parce que dans les Yvelines, à quelques kilomètres d'ici,
Charles et Yvonne de Gaulle ont fait le choix d'implanter la fondation pour l'accueil des personnes avec une déficience intellectuelle qui allait alors porter le nom de leur fille Anne. Anne, que le général appelait souvent « ma joie », et avec qui il a toujours entretenu une relation privilégiée et dont Yvonne de Gaulle s'est tant occupée. Comme Charles, comme Yvonne de Gaulle, chaque famille peut accueillir le handicap. Chaque famille peut devenir aidant d'un enfant, d'un parent, d'un frère ou d'une sœur, d'un conjoint. Nous avons donc la responsabilité collective de mieux prendre soin de ceux qui prennent soin les autres. Je pense aux familles, aux aidants, je pense aussi évidemment aux professionnels. Vous en avez parlé, Monsieur le Président Vendroux. Nous présenterons d'ailleurs ce vendredi une stratégie dédiée à la question des aidants pour enfin leur permettre d'avoir ces fameux 15 jours de répit par an, pour enfin avoir des solutions existantes partout sur les territoires pour eux et mettre fin aussi, en lien avec les départements pilotes sur la question du handicap, au parcours du combattant, beaucoup trop indigne aujourd'hui encore dans notre pays et avec des disparités territoriales qui ne peuvent pas continuer à perdurer. Et c'est bien parce que nous sommes tous concernés que nous devons tous nous mobiliser au niveau social et territorial pour des projets inclusifs. Votre fondation, cher Jean Vendroux, s'est attachée à développer 3 établissements médico-sociaux, un gîte pour accueillir les familles et à présent, ce village inclusif prévu pour septembre 2024. Un projet comme celui du village Agora vient illustrer l'engagement de la Fondation, que je sais engagée, innovante et, comme l'a dit le président Bédier, qui a su en effet prendre des risques en se renouvelant. Mais aussi saluer l'engagement des élus locaux, des élus de proximité qui ont permis son intégration, salut le maire, dans le plan local d'urbanisme, ce qui n'a pas dû être si facile. Lorsqu'on regarde ce projet, on se rend compte de la manière dont l'inclusion sociale s'inscrit pleinement dans l'urbanisme et je tiens à vous féliciter pour cet aménagement du territoire. Quand on regarde d'ailleurs aujourd'hui où ont été implantés traditionnellement les établissements médico-éducatifs, ils n'étaient pas au cœur de nos villes. Ils étaient bien souvent cachés, ils étaient à l'orée des bois, voire même dans les bois. En clair, on n'avait pas envie de voir le handicap. On n'avait pas envie de voir les personnes en situation de handicap. On n'avait pas envie que la société s'y intéresse et prenne pleinement la mesure de ce que cela voulait dire. Vous changez la donne parce que vous faites un village inclusif où on ne verra pas la différence, ou plutôt où on l'acceptera parce qu'elle est une condition de la réussite de l'ensemble de nos projets et de la réussite de notre société. Et c'est bien cela que je viens saluer avec la ministre déléguée, repenser notre modèle de société en prenant donc d'abord soin des plus vulnérables, en assumant d'accueillir mieux les fragilités. Et j'ai la conviction que c'est un travail collectif qui doit tous nous mobiliser. C'est d'ailleurs une illustration qui est derrière moi. État, collectivités locales, associations, fondations, entreprises, comme l'a dit Charles, et citoyens. Et c'est un travail de fond qui aura des effets réels et concrets sur le long terme et qui porte en vérité déjà ses fruits. Je parle d'effets sur le long terme car notre ambition à tous est bien de créer une société plus solidaire, plus ouverte, plus soucieuse du bien-être de toutes et tous, qui garantisse donc l'inclusion, et par inclusion, cela veut dire la pleine participation des personnes en situation de handicap à l'ensemble de la société, pour que tout simplement le droit commun s'applique à tous. Parce que j'ai la conviction que les solidarités sont au cœur de notre contrat social pour avoir une République qui protège, qui répare, qui crée du lien et qui émancipe. Et c'est pour ça que je crois fondamentalement au modèle de l'habitat inclusif, qui permet de créer des espaces de vie qui tiennent réellement compte de la diversité de notre société. Développer l'habitat inclusif, c'est réduire les barrières, comme la directrice générale nous l'a très bien exposé, ces barrières qui isolent certains groupes, notamment les personnes en situation de handicap, mais pas qu'elles, les personnes âgées, par exemple, du reste de la population. Je souhaite surtout que de tels projets se développent de plus en plus dans l'ensemble de nos territoires, et j'espère, cher Pierre, que d'autres présidents de département auront l'idée de les soutenir à la hauteur à laquelle le Conseil départemental des Yvelines a soutenu celui-ci. Je souhaite enfin saluer l'ambition de la Fondation de permettre à tous les habitants, et j'aime beaucoup ce mot, ce ne sont pas des résidents, ce sont des habitants, de devenir les chercheurs acteurs de la qualité de vie de leur quartier. Nous le savons, l'inclusion passe aussi par le fait de permettre aux habitants et aux personnes en situation de handicap de participer à la dynamique d'innovation.
Vous me glissiez que vous avez été hébergé pendant une semaine à l'aéroport à Roissy. Et en vérité, en y étant accueilli, en fait, vous avez permis tout simplement que tout le monde monte en gamme, en compétences et sans doute en clairvoyance sur ce que notre société mérite de faire. Rien ne doit être décidé sans que nos concitoyens et les acteurs d'un territoire n'aient été associés à un moment au processus de décision. Un village inclusif doit inclure tout le monde. Et dès la conception du projet, je fais mien les mots, Madame la Directrice Générale, que vous avez employés, qui est de dire on apprend les gestes qui sauvent, il faut désormais apprendre les gestes qui incluent. C'est ce qui a été fait pour ce village, c'est ce qui fera, j'en suis sûre, la clé de son succès. Alors oui, vive la Fondation Anne de Gaulle. Retour aux tables rondes et on va parler maintenant du village à responsabilité sociétale où chacun joue son rôle. Et pour en parler, Jean Vendroux, vous êtes donc le président de la Fondation et vous portez, on l'a dit, le nom de Vendroux qui était le nom de jeune fille de votre grande tante, hein, c'est ça? Clarisse Ménager, bonjour, vous êtes la directrice générale de la Fondation Anne de Gaulle. Et puis Céline Poulet, bonjour, vous êtes secrétaire générale du comité interministériel du handicap. Alors, on va parler justement de ce rôle sociétal, de cette responsabilité sociétale, mais peut-être avant, je voudrais qu'on écoute un témoignage magnifique, c'est celui de Madeleine Jarkov, qui est arrivée quand elle avait 15 ans à la Fondation, qui a été accueillie par Yvonne de Gaulle à la Fondation. Et donc, on va l'écouter. On écoute Madeleine. Madeleine, c'est à vous. Silence, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je m'appelle Madeleine. J'habite à Vercœur. Je suis arrivée à Vercœur à la demande de ma maman, alors que j'avais 15 ans. Dans un an, j'habiterai ici avec mes amis. Sur ce village, je serai votre voisine. Ensemble, nous pourrons réfléchir pour faire grandir notre quartier. Ma future maison peut faire beaucoup de choses. C'est une maison qui fait attention à tous les voisins. C'est une maison qui permet les rencontres. En tant que voisine, je peux raconter mon histoire. Je peux vous aider à rendre notre quartier plus facile à vivre pour tous. Au village, je peux avoir un nouveau rôle, celui d'être votre assistante. J'ai hâte de vous rencontrer dans notre village sans frontières. Formidable témoignage. Elle est arrivée, elle avait 15 ans donc, hein. C'est en quelle année? Prenez le micro, pardon. De mémoire, c'était en 1954. D'accord. Céline Poulet, justement, c'est formidable ce témoignage, mais c'est aussi l'idée que les personnes en situation de handicap peuvent et doivent participer pleinement à la vie qu'on leur fait et à la vie de la société. Quels sont les moyens et les enjeux de cette participation? Je pense que tout a été dit dans ce qui vient d'être dit. Oui, c'est vrai. Hein. Deux choses. Un, il y a un droit. C'est le droit, en définitive, de pouvoir vivre comme on le souhaite. La deuxième chose, c'est d'être acteur. C'est le droit à la participation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est changer complètement la manière dont on conçoit les choses. Aujourd'hui, on regarde trop souvent les personnes en situation de handicap au travers de leurs besoins. Ils ont des besoins, donc on vient en aide. Vous voyez le rôle social
qu'à la personne. Il faut l'aider, il faut lui tendre la main. Là, ce qui vient de nous être dit, c'est qu'il faut, avant toute chose, voir les personnes comme des citoyens à part entière, c'est-à-dire des personnes qui ont les droits fondamentaux et humains comme tout citoyen. À partir du moment où les personnes ont les droits fondamentaux, c'est à nous de les rendre effectifs. Et c'est ça le grand message. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que tout à l'heure, vous nous avez donné les clés. Quelles sont les clés? Les clés, c'est la participation. Et pour pouvoir participer, il faut pouvoir communiquer. Et pour pouvoir communiquer, même quand on ne peut pas communiquer oralement, eh bien, il faut pouvoir communiquer avec d'autres outils. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de frein aujourd'hui à la pleine participation des personnes. Donc tout est dit dans ce qui vient d'être dit. C'est d'abord les droits fondamentaux et c'est ensuite, au travers de ces droits fondamentaux, regarder les freins. Les freins, c'est la discrimination face à ces droits. La participation des personnes, c'est évidemment l'expertise qu'ont les personnes. Je veux dire, et on l'a vu tout à l'heure, l'expertise que l'on voit, je veux dire, poser des questions. Et moi, souvent, je le dis, c'est que quand on a une difficulté dans la politique publique, au lieu de chercher dans nos bureaux, allons voir les personnes, allons voir les familles. On a des solutions bien plus simples que ce que l'on imagine et des tuyauteries bien plus simples que ce qu'on imagine. Ça serait beaucoup moins complexe. Et surtout, et ça a été dit à plusieurs reprises, eh bien, la possibilité aussi des personnes d'être à la fois expertes pour leur pairs, PAIR, c'est-à-dire être aussi, sans remplacer les professionnels, mais être aussi avoir ce regard affûté, trouver les trucs et les astuces qu'ils ont et que nous n'avons pas, mais également être expert vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des dispositifs de monsieur et de madame tout le monde. Eh bien, avec ça, vous avez les clés, et je pense que c'est les clés, les grands messages que vous nous avez fait passer ce matin. Merci beaucoup, Céline Poulet. Clarisse Ménager, il y a un enjeu et un chantier essentiel, c'est celui des métiers d'accompagnement. Alors, vous avez fait beaucoup déjà à la Fondation sur ces métiers. D'ailleurs, je crois que chez vous, on ne parle pas de métier, on parle de rôle. Quelles sont les actions que vous avez déjà menées pour faire évoluer ces métiers qui sont évidemment et difficiles et essentiels? Alors, en effet, nous avons bien conscience que nous ne pourrons pas transformer la société et le rôle que les personnes peuvent y jouer si nous ne nous transformons pas nous-mêmes et si nous ne transformons pas les métiers de l'accompagnement pour les relier à la capacité d'autodétermination et de choix des personnes. Donc, nous avons, en 2022, initié des négociations et conclu un accord collectif avec nos partenaires sociaux. Premier accord collectif en 2022, second accord collectif en juin 2023, pour transformer les métiers en une diversité de rôles de l'accompagnement, chaque rôle pouvant être assumé par différents métiers, ce qui permet de diversifier les parcours, les carrières, et ce qui permet de s'ajuster beaucoup plus finement au rôle que les personnes ont besoin que nous puissions occuper auprès d'elles pour qu'elles aient leur propre rôle dans la société. Et donc nous avons commencé à transformer ces rôles de l'accompagnement. Donc on a là initié la transformation des coordinations de parcours, de vie partagée. Nous avons également institué le rôle de médiateur de vie sociale, le rôle d'accompagnant de vie et plus récemment, en juin, le rôle d'assistant personnel de communication que nous testons. On a initié une recherche-action sur le sujet pour tester l'hypothèse selon laquelle si chaque personne disposait d'un assistant personnel de communication, quand les besoins de communication sont complexes, alors peut-être cela pourrait favoriser la capacité d'autodétermination et d'expression des personnes. Donc on a initié cette recherche-action. Je laisse la parole à deux accompagnantes qui sont ici, sur le plateau. Qui toutes les deux commencent en octobre la recherche-action. On a mis en place un système d'intéressement dans cette recherche-action. Et donc d'abord, je laisse la parole à Mathilde Gourvalet-Andry, qui va nous parler de son rôle de coordinatrice de parcours et de vie partagée. Mathilde Gourvalet-Andry, c'est à vous.
Pardon. C'est mieux. Bonjour, je m'appelle Mathilde Gourval-Landry. Je suis coordinatrice de parcours et de vie partagée. C'est un nouveau rôle que nous construisons au foyer d'accueil médicalisé Saint-Louis, en préparation du village Agora. Dans mon rôle de coordinatrice de parcours, mon regard, il se porte à 360 degrés sur l'ensemble des étapes de la vie de la personne pour l'aider à construire un parcours qui a du sens pour elle et qui est adapté à ses besoins. Il est important que l'accompagnement soit le plus précoce possible. C'est pour ça qu'il commence avant l'admission de la personne et se poursuit même après sa sortie. Un travail donc fait un travail très étroit avec les professionnels du cœur, dont c'est le centre ouvert d'expertise, d'usage et de ressources. Mon attention se porte sur les besoins de la personne et de la famille dans tous les lieux de vie, à toute occasion, que ce soit dans le milieu ordinaire, au foyer, au domicile, ou bien même à l'extérieur, comme pendant les temps de vacances. Notre accompagnement prend en compte toutes les dimensions et aspirations de la personne dans les champs de la santé, la communication, les apprentissages, la culture, les loisirs, le sport, la spiritualité, la citoyenneté. Pour construire avec la personne son évaluation et les solutions qui les accompagnent, nous avons besoin de développer la communication de tous pour tous. C'est pourquoi que nous avons un axe fort de développement de la communication alternative augmentée, la CAA. Nous allons être avec ma collègue Clémence, ici présente, impliquée dès ce mois d'octobre dans un protocole de recherche-action pour tester l'intérêt et les conditions du rôle d'assistant personnel de communication. Merci. Merci. Clémence Henin. Merci beaucoup. Bonjour, donc je m'appelle Clémence Heulin, je suis psychomotricienne et j'ai choisi d'être candidate à la recherche-action sur le rôle d'assistant personnel de communication. Il est fondamental de répondre aux besoins de communication qui sont complexes pour soutenir l'autodétermination et la qualité de vie des personnes. Chaque personne a besoin de communiquer, d'échanger, d'être en relation. Et ce n'est pas parce qu'une personne ne parle pas qu'elle n'a rien à dire. Donc cette communication, toute personne a cette possibilité de communication et il est nécessaire qu'elle puisse s'exprimer. Et celle-ci passe par le regard, par un toucher, et elle peut passer par différentes médiations comme les signes ou des pictogrammes. Aujourd'hui, on teste du coup ce rôle d'assistant personnel de communication pour évaluer les conditions dans lesquelles on peut accompagner la personne, les professionnels, les familles et aussi tous les acteurs de la ville pour être ensemble des partenaires de communication. Donc on vous a remis tout à l'heure des porte-clés avec des pictogrammes qui permettent de faciliter l'entrée en communication avec la personne. Et nous voudrions que tous les commerçants, les services publics en aient un exemplaire également pour faciliter cette communication. Donc nous sommes des professionnels ressources pour les personnes, mais aussi pour tous les habitants. Nous avons la possibilité de vous sensibiliser et de vous former. Voilà. Merci beaucoup, Clémence. Jean Vendroux, on vient de voir avec les médias d'accompagnement, avec le rôle nouveau que vont jouer les personnes en situation de handicap, avec l'implication des citoyens aussi. C'est une véritable révolution qui est en train de se jouer, ou un début de révolution. Quelles sont vos attentes pour que toute cette démarche réussisse ? Écoutez, je pense que je reprends les mots de Céline Poulet. Tout a déjà été dit. Je crois qu'effectivement, la démarche qui s'enclenche et qui a vocation, on l'a rappelé à de nombreuses reprises, et de mettre l'innovation au service de l'ensemble des personnes, en particulier qui seront accompagnées, ça commence déjà par permettre une chose toute simple, c'est d'entrer en relation. C'est un vœu pieux,
si déjà on ne se met pas en condition d'autoriser la rencontre accompagnée. La rencontre accompagnée, c'est quoi ? Eh bien, se permettre à quelques personnes que peut croiser au quotidien une personne en situation de handicap, de rentrer en relation avec elle. Et vous dilatez son espace de façon absolument extraordinaire. Les gens qui ne verbalisent pas, eh bien, ils sont tout seuls. Avec des outils très simples, Clémence l'a rappelé, Madeleine également, on peut entrer en relation avec les gens. Eh bien, notre démarche, je dirais, d'innovation, elle commence tout simplement par ça. La recherche-action, ça peut être extrêmement simple. C'est ce type d'initiative par lequel on va démarrer. Il y aura peut-être des choses plus ambitieuses qui viendront derrière, mais voilà. Si on veut que les personnes en situation de handicap ne soient pas simplement des alibis, il faut apprendre à ceux qui les entourent à communiquer avec elles. Voilà, ça sera notre premier défi. Céline Poulet, justement, qu'est-ce qu'on observe dans la transformation de ces métiers de l'accompagnement et sur quelle transformation, justement, pourra s'appuyer le village Agora ? Je pense que ce que vient de dire Monsieur le Président est essentiel. Il n'y aura pas de transformation des métiers si on ne prend pas en compte la première brique de l'autodétermination. On parle beaucoup d'autodétermination. La première brique de l'autodétermination, c'est le pouvoir de communication des personnes. Si la personne ne peut pas communiquer, si elle n'a pas d'outils de communication, il n'y a pas d'autodétermination. Et donc, cette première brique, elle est absolument essentielle. Et le travail que vous allez faire sur ce sujet-là est absolument essentiel. Vous savez que lors de la Conférence nationale du handicap, il y a cette stratégie sur la communication alternative améliorée. Et ça sera essentiel de pouvoir s'appuyer sur les acteurs qui le font. La grande, je dirais, ce qu'on traverse en ce moment, c'est le souhait aussi des travailleurs sociaux de changer. Oui. Et on le voit de plus en plus aujourd'hui. Il y a beaucoup de travailleurs sociaux qui quittent le médico-social et c'est naturellement navrant parce qu'ils vont chercher ailleurs d'autres projets qui valorisent l'image des personnes en situation de handicap. Valoriser l'image des personnes en situation de handicap, valoriser leur rôle social, c'est aussi valoriser les métiers. Quand on entend encore trop souvent les fragiles, les vulnérables, les moins, eh bien, ça ne valorise pas le rôle social des personnes. Quand on entend, vous savez, c'est quand même très très bien un enfant en situation de handicap dans une école, parce que c'est une chance pour les autres enfants, ils apprennent la différence. Non, c'est d'abord un droit fondamental pour l'enfant. D'accord, ça va pouvoir ensuite bénéficier à d'autres enfants, mais c'est d'abord un droit fondamental. Quand on entend « Ah oui, mais vous savez, une personne handicapée dans une entreprise, c'est formidable pour les ressources humaines, ça apaise. Puis surtout, ils sont à l'heure. » Mais non, c'est un droit fondamental. Comme l'accessibilité. L'accessibilité, c'est bien pour les poussettes et les personnes âgées, mais c'est d'abord un droit fondamental pour la personne handicapée. Comment penser, en définitive, une société solidaire et inclusive si on ne parle pas de ces droits fondamentaux ? Bien sûr, après, quand on parle des droits fondamentaux, vous et moi, on va avoir les mêmes droits que les autres personnes. Absolument. Tout le monde va pouvoir en profiter, mais avant toute chose, c'est des droits fondamentaux. Et ça, les professionnels le sentent bien. Donc la première chose que l'on voit arriver, c'est les métiers de faciliteurs, c'est-à-dire d'être aux côtés des personnes et d'écouter quels sont leurs souhaits. Non pas de les prédéterminer à l'offre existant sur un territoire, mais de les écouter. De dire, alors, Lucien, qu'est-ce que tu as envie de faire après comme travail ? Et ne pas leur dire « Ah non, mais ça, c'est pas possible, non, Coco, tu iras en ESAT, d'accord, parce que, bon, comme tu as un trouble de la déficience intellectuelle, c'est mieux, d'accord ?» Entendre les rêves, entendre les possibles, et ensuite être dans une médiation pour réaliser. Voilà. Et ça, ces métiers-là, aujourd'hui, sont en pleine diffusion, en plein déploiement. Le deuxième métier qui est en train d'arriver, ça vient beaucoup des organisations qui ont plusieurs prestations de services, c'est la transformation. On ne parle plus de murs, mais on parle de prestations de services. C'est-à-dire
Lucien arrive dans un établissement, on ne parle plus d'établissement, mais on parle de la prestation dont il va avoir besoin. Eh bien, Lucien, avec son papa et sa maman, va dire, bah voilà, moi, je veux un temps de scolarisation, je veux faire du judo, et puis en plus, je veux faire de la musique. Eh bien, comment, en définitive, on rend possible, en s'appuyant sur les dispositifs de droit commun, non pas en faisant rentrer le prof de judo dans l'établissement, mais en emmenant Julien, Juliette, Marcel, faire du judo avec les autres. Et ça, ce sont des nouveaux métiers. C'est l'appui ressource de l'expertise des professionnels. Et on le disait, Clarisse le disait très bien, c'est cette expertise spécialisée que les dispositifs de droit commun vont venir chercher auprès des professionnels du médico-social. Et c'est ça qui va être extrêmement intéressant, c'est qu'on va valoriser aussi ces métiers au travers de l'expertise mise à disposition de l'école, de l'entreprise, des crèches, de la culture. Et c'est là où on va pouvoir enfin faire société. Merci beaucoup, Céline Poulet, et bravo pour votre passion et votre éclairage. On va remercier Mathilde, Clémence et Madeleine. Merci beaucoup. Et puis, on va parler maintenant de l'implication des territoires. Et je voudrais accueillir l'heureux maire de Montigny, Laurent Merker, qui va nous rejoindre. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci, Madeleine, et bravo. L'innovation technologique et l'intelligence artificielle qui arrive. Comment toutes ces techniques vont pouvoir être mises justement au service de l'autonomie ou l'autodétermination des personnes en situation de handicap? Et est-ce que ça commence déjà? Alors ça commence déjà. Déjà, la première chose et la première brique sur laquelle il faut qu'on soit tous vigilants, c'est dès lors que l'on développe un support, que ce soit un site dans une ville, que ce soit un site national, Internet, que ce soit les démarches en ligne, il faut que tout cela soit accessible aux personnes en situation de handicap, sinon on recrée en définitive des fractures. Ça paraît être simple, mais regardez le nombre en définitive de sites qui ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap, soit parce qu'elles sont malvoyantes, soit parce qu'elles ont des difficultés de compréhension. C'est la première base. Ensuite, le numérique et l'innovation technologique doivent être au service de la personne. Donc, il ne faut jamais faire d'outils sans associer la personne. On voit encore trop souvent des outils qui sont développés. Alors, on a beaucoup de logiciels, des choses formidables, mais qui ne servent pas les personnes en situation de handicap. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas été faites avec les personnes. Donc, il faut toujours repartir de ce dont ont besoin les personnes pour ensuite développer les outils. Et aujourd'hui, c'est formidable tout ce qu'on peut faire. Moi, j'ai assisté à un hackathon. Un hackathon, on met en face en fait des personnes qui ont des problèmes et en face d'eux, ils ont des makers, c'est-à-dire des personnes qui peuvent solutionner. Et dans ce hackathon-là, ce sont des personnes en situation de handicap qui sont arrivées avec des problèmes, des soucis du quotidien, des problèmes de mobilité, des problèmes de communication, par exemple des personnes sourdes aveugles qui ont énormément de difficultés pour communiquer avec leur téléphone, sourds et aveugles, vous comprenez la difficulté, qui ont besoin du tactile. Et en face d'eux, ils ont des makers. Et donc, ce sont des personnes qui vont venir à leur côté, travailler et mettre à profit les technologies. Et ça marche du tonnerre de Dieu. Et c'est ce que vous allez faire à la Fondation Anne de Gaulle. Et on attend dans tous les espaces, monsieur le maire, des espaces où justement on peut co-créer, on peut co-construire avec des startups, avec des entreprises et travailler directement avec les personnes, quel que soit leur handicap. Je rappelle, c'est Clarisse qui me l'a appris, mais il y a aussi des innovations comme le SMS qui ont été mises au point par des personnes en situation de handicap. Mais bien sûr, mais même là, on sert tous les jours. Quand vous utilisez Siri, bonjour, ça n'a pas été développé, ça a été beaucoup développé pour les personnes non-voyantes. Personnes non-voyantes utilisent énormément certains téléphones d'une marque de la pomme, pour ne pas la citer, parce que c'est extraordinaire en termes d'accessibilité. Absolument. Et sans ce téléphone-là, ils auraient de grandes difficultés à pouvoir se mouvoir. Et pourquoi la pomme a fait ça? C'est parce qu'aux États-Unis, les marchés ont embarqué dès le début
la question des personnes en situation de handicap, non pas comme pour des personnes qu'il faudrait aider, mais comme des clients. C'est ça, je dirais, le secret, à un moment donné, de rendre une société totalement inclusive, c'est que derrière, on conçoit l'autre comme le citoyen, et un citoyen qui peut être consommateur. Laura Merker, alors, je disais Robert, parce que vous avez voulu que ce village puisse voir le jour ici même, et donc voilà, c'est un jour heureux pour vous, cette pose de la première pierre. Qu'est-ce qui est fait sur ce territoire en matière déjà d'inclusion et comment vous avez envisagé le travail qui va être à faire avec la Fondation et avec le village Agora? Alors, sur ce sujet, d'abord, je ne suis pas tout seul. Non. Je suis avec on l'a vu, toute mon équipe. Je vois là mon adjointe en charge de l'action sociale, Ketchana Bay. J'ai aussi Régis Sarel, le monsieur avec son costume bleu, là, cheveux blancs et pas de paillettes, qui fait partie aussi de mon équipe. Et nous travaillons tous ensemble sur ce sujet comme sur d'autres. Et nous travaillons sur ce sujet depuis de nombreuses années aussi. Il y a un monsieur qui nous a interrompu tout à l'heure, avec l'autre monsieur qui est à ses côtés, qui sont responsables au niveau de la FRT. Et donc on a ce travail collectif depuis de très nombreuses années sur comment, j'évoquais tout à l'heure pendant le discours, cette découverte au Canada d'une autre façon de prendre en compte le handicap. Et à partir de là, de se dire comment on peut, nous, collectivités, apporter notre pierre dans cette recherche d'inclusion. Et il y a eu la création de la Semaine du handicap où chaque année, des centaines d'enfants sont sensibilisés au handicap. Ça fait plus de 20 ans que nous le faisons. Je me dis qu'aujourd'hui, il y a des adultes, peut-être des parents, qui, il y a 20-22 ans de ça, ont appris ces gestes qui incluent, qu'évoquait Clarisse Ménager, la directrice tout à l'heure. Eh bien, on l'a un petit peu préfiguré par cette semaine de sensibilisation qui d'ailleurs va avoir lieu dans quelques jours sur Montigny-le-Bretonneux. Et puis derrière, il y a aussi la volonté de s'appuyer sur des personnes ressources qui savent mieux que nous comment élaborer justement la meilleure réponse qu'une collectivité peut apporter sur ce champ-là. Et donc c'est pour ça que quand, je l'évoquais tout à l'heure aussi, Jean-Jacques Brault m'a parlé de la Fondation Anne de Gaulle, j'ai tout de suite répondu oui, et mon équipe m'a suivi là-dessus, parce que le projet porté par la Fondation Anne de Gaulle allait typiquement dans le sens de ce que nous recherchions. On faisait de la prose sans le savoir, comme et là, tout à coup, on avait enfin des sachants, des personnes qui pouvaient nous accompagner et nous montrer comment faire. Et comme nous sommes depuis toujours très curieux, très avides de participer à ce genre de choses, on s'est dit que là, il y avait une possibilité justement de collaboration entre notre commune et la Fondation Anne de Gaulle, de façon à pouvoir améliorer. Et enfin, je parlais, voici le 9e quartier de la ville. Oui, ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. C'est à dessein que je dis ça. Il y a 8 quartiers à Montigny, vous vous rappelez. Dorénavant, il y en a un 9e. Et dans le cadre de la Semaine du handicap, on va en parler. Mais c'est un quartier de Montigny et de Montigny en général. Voilà, c'est ça qui est important. C'est un quartier de Montigny. Et c'est vraiment l'objectif que l'on poursuit en accueillant la Fondation Anne de Gaulle et avec la création de ce que j'appelle ce 9e quartier, c'est d'avoir un lieu qui soit comme un autre quartier de la ville, mais qui apporte, chacun de nos quartiers apporte quelque chose et forme le Montigny que nous avons. Nous avons cette thématique du handicap. Et bien, c'est ce quartier-là qui aura pour mission, évidemment en collaboration avec nous, et avec l'adhésion, je l'espère, du plus grand nombre d'habitants possible, de faire évoluer les choses. Justement, il y a un label qui existe, le label 100% inclusif. Est-ce que c'est un enjeu pour les élus, pour la population? Est-ce que c'est un enjeu que vous voudriez remporter pour la ville de Montigny? Alors, cet été, j'ai vu sur LinkedIn, effectivement, rerouté par la Fondation Anne de Gaulle, ce label qui était qu'une ville prenait Laval. Laval. Et évidemment, j'ai tout de suite appelé à la mairie en disant il faut que vous regardiez ça m'intéresse. Et après, j'ai pu rencontrer quelqu'un de la Fondation avec qui j'en ai parlé à l'occasion de notre forum des associations, en disant je suis très intéressé, mais je voudrais avoir votre sentiment sur ce label, parce que des labels, très bien, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce label? Et je ne veux pas de label gadget. Je veux vraiment que vous, Fondation, vous soyez en capacité de nous dire quels sont les éléments déterminants pour dire qu'une ville est une ville accueillante. Et donc, c'est là-dessus que j'espère vraiment, je souhaite que nous travaillions ensemble, que nous collaborions, justement pour pouvoir avoir
un label qui ne soit pas juste un joli logo qu'on met à l'entrée de la ville, mais qui soit concret et qui permette vraiment aux gens de vivre mieux et qu'on puisse dire que Montigny est bien une ville accueillante pour les personnes en situation de handicap. Céline Poulet, justement, Laval vient d'obtenir cette certification. En quoi ça consiste et qu'est-ce qu'il faut pour l'obtenir? Là, pour le coup, c'est un label. Donc, c'est un label qui a été créé par du privé, par mec.org. D'accord. Il y a aussi des marques d'État. C'est pour ça que c'est pas pour faire une concurrence. Non, mais c'est important de la marque d'État, par exemple, Destination pour tous. Dunkerque, par exemple, est une ville d'État, une ville qui a cette marque d'État, en fait, qui est extrêmement intéressant. C'est un peu la même logique, en définitive. Alors, Destination pour tous et handi accueillant, vous voyez la différence de terminologie aussi. Ce qui est très intéressant, c'est au travers de ces marques et de ces labels, c'est le dynamisme que ça met sur un territoire. C'est-à-dire que tous les acteurs, en définitive, doivent travailler ensemble. Parce qu'avoir, par exemple, un musée 100% accessible, c'est formidable. Mais si je ne peux pas accéder au musée, in fine, ce n'est pas franchement intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout le monde doit travailler. C'est pareil, si je sors du musée, j'ai envie d'aller prendre un petit café ou autre chose juste à côté et que ce n'est pas du tout accessible, c'est la même chose. Donc, tout le monde doit travailler pour rendre accessible, et quand je vais regarder, c'est vraiment l'accessibilité universelle, c'est-à-dire pas seulement la mobilité pour les personnes à mobilité réduite, mais également accessible en termes de pictogrammes, en termes d'accessibilité générale. Et ça, c'est très important. Et ceux qui ont ces marques d'État ou ces labels, en définitive, on voit qu'en fait, c'est tout le monde se met à travailler avec les personnes. Et donc ça, c'est, comme disait Monsieur le Président, c'est que ça crée du lien sur le territoire et ça met en mouvement. En fait, ça met un mouvement sur le territoire. Et plus que d'avoir, en fait, comme vous le disiez, je dirais, la petite pancarte, label, etc., c'est plus le dynamisme que ça met en place sur le territoire. Le chemin vers c'est le chemin, en définitive, avec un objectif qui est partagé. Et on voit, vous pouvez en discuter avec ceux qui ont Amiens aussi, à Destination pour tous. Ils vous disent le dynamisme que ça a mis en place et qu'ils n'espéraient pas, en définitive, les clubs sportifs, etc. Et c'est extrêmement intéressant. Donc oui, il faut pousser véritablement ces dynamiques et moi, je vous encourage à le faire parce que ça permet à tous les écosystèmes de se mettre ensemble et évidemment avec les personnes comme actrices, évidemment, puisqu'elles sont les premières expertes de l'accessibilité. Ce qu'a rappelé Laurent Mercœur tout à l'heure. Clarisse Ménager, c'est donc la pose de la première pierre de ce village Agora. C'est aussi le lancement d'un mouvement qui est le mouvement 100% inclusif. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors aujourd'hui, nous posons la première pierre vers une société 100% inclusive. Donc, nous lançons officiellement le mouvement 100% inclusive, qui est l'embarquement de tous les habitants, de tous les citoyens, pour développer un rôle à responsabilité sociétale. Et donc, nous souhaitons que le plus grand nombre de citoyens rejoignent le mouvement. Vous pouvez adhérer au mouvement en tant qu'habitant, en tant que professionnel, en tant que personne qui vit avec un handicap accompagné ou non accompagné. L'objectif, c'est d'embarquer 100% des citoyens. Nous avons dit dans le plaidoyer sociétal de la Fondation qu'une personne sur 6 aujourd'hui vit avec un handicap. Cela signifie que si nous accompagnons par ce mouvement une personne sur 6 à accompagner 5 autres personnes, à transformer la vision, à transformer l'environnement, eh bien ces 5 autres personnes, elles peuvent aussi aller chercher 5 autres personnes et ainsi de suite. Et c'est ainsi qu'on pourra faire un mouvement et changer la donne. Donc aujourd'hui, c'est la première pierre. Nous aurons ensuite de nombreux autres rendez-vous tout au long de l'année 2023-2024 parce que ce village Agora, c'est le vôtre. Nous allons le construire ensemble. Donc restez connectés sur le site de la Fondation Anne de Gaulle puisque vous aurez régulièrement toutes les dates des forums citoyens que nous allons ouvrir, des forums avec les autres associations, des forums avec les entreprises, des forums avec les professionnels du lien de l'accompagnement. Et d'ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous le 3 décembre prochain
à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, un rendez-vous que nous vous donnons en commun avec TV78, qui, je le souligne, a relevé en quelques jours le défi de faire une émission 100% inclusive. Donc bravo, vous montrez que vous avez déjà rejoint le mouvement et que rejoindre le mouvement, c'est possible. Et donc le 3 décembre, sur TV78, pendant toute une journée, nous allons animer sur site en présentiel, mais également en distanciel en numérique, la co-construction du programme du bâtiment recherche, du campus recherche qu'on est en train de créer. L'idée, c'est qu'on crée ensemble, avec les personnes qui vivent avec un handicap sur le territoire, avec les professionnels, les entreprises, les start-up, les services publics, les collectivités territoriales, le programme de ces services inclusifs que nous voulons voir se transformer. On ne va pas tout faire en même temps. Par contre, on peut choisir, et ça, ce n'est pas la fondation qui va le choisir seule. L'idée, c'est de choisir ensemble. On va faire un hackathon d'une journée pour choisir ensemble le programme de notre laboratoire où vous serez, vous, les chercheurs et les acteurs de la qualité de vie de votre quartier, de votre territoire. Donc rendez-vous le 3 décembre. Le 3 décembre, Laurent Marquer note évidemment cette date, parce que les habitants de Montigny y participeront évidemment, puisqu'ils sont maintenant partie prenante de ce village Agora. Je voulais vous remercier tous, et je voulais céder pour terminer la parole au président Jean Bourdou, parce que vous allez lancer officiellement ce mouvement 100% inclusif. Et merci à tous. Oui, juste pour conclure, on a parlé de chemin. Eh bien, pour avancer sur ce chemin, il faut se mettre en mouvement. Et donc, effectivement, on lance aujourd'hui ce mouvement 100% inclusif. Et pour ce faire, Laurent Mercart l'a rappelé, Madame Poulet également, qui peut-on rêver comme meilleur éclaireur, comme meilleure personne ressource pour nous accompagner, nous, que les personnes handicapées elles-mêmes et leurs accompagnants. Voilà, donc il faut les remercier pour nous accompagner demain à rendre la société plus accompagnante et à permettre de rentrer en relation partout, par tous et à tout moment. Je vous remercie en tout cas pour votre soutien.